بسیار خوش آمدید. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. درود بر دوستان گرامی، بسیار خوش آمدید به جشن نوروزی انجمن فرهنگ آزاد. خوش آمدید. نخست با فرارسیدن شکوفه‌های بهاری نوروز باستانی را که میراث فرهنگی ما ایرانیان است به شما شاد باش میگویم. نوروزتان خجسته و پیروز باد. انجمن فرهنگ آزاد 11 سال است که با موفقیت و با پشتیبانی شما فرهنگ دوستان عزیز به فعالیت‌های فرهنگی خود ادامه می‌دهد. امسال برگزاری و تهیه و تدارکات جشن نوروزی توسط 2 دختر من، نیوشا و آریان بیات ماکو، انجام گرفت که از آنها بسیار سپاسگزارم که در ترویج فرهنگ ایران کوشا هستند. نوروز نخستین روز ماه فروردین در فصل بهار بزرگترین
جشن ملی و کهن‌ترین جشن ما ایرانیان است که امیدواریم هر سال هرچه با شکوه‌تر آن را جشن بگیریم. نوروز یک جشن طبیعت و زایش دوباره زمین است. فرهنگ ما ایرانیان همیشه با طبیعت و شادی آمیخته بوده و امیدواریم که این شادی روزافزون باشد. نوروزتان پیروز، پاینده ایران ما. با سپاس از آقای رضا شاهید، تلویزیون ایران فردا، و آقای فرشاد فرحسا، تلویزیون رنگین کمان که با ما همگام هستند. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier Madame Nahide Anzalichi avec cette grâce pour avoir organisé une réunion si agréable et si gracieuse. Pour ma part, je présente mes meilleurs vœux à tous et j'espère l'année qui vient soit accompagnée par un vent de liberté qui favorise les démarches de celles et de ceux qui militent dans notre cher pays, l'Iran, afin d'obtenir leurs droits légitimes. Je profite de cette occasion aussi pour rendre hommage à notre icône nationale, Nasrin Sotoudeh, en souhaitant sa libération le plus tôt possible. Pour cette intervention, je me suis servi d'un article du professeur Ali Mazaheri paru dans le magazine Lettres et Personnes en avril 1983, qui se réfère au fameux ouvrage de chroniqueur arabe Al-Jahiz qui vivait au IXe siècle. Al-Jahiz décrit la tradition de Nowruz d'une manière très détaillée sous les règnes des empereurs sassanides qui ont régné sur la Perse du IIIe jusqu'au VIIe siècle, après Jésus-Christ. La fonction de cette fête était de présenter au grand roi, Shahanshah, des offrandes et d'en recevoir des largesses. Dans son livre « Des bons usages et leurs contraires », Al-Muhassin al-Azdad dit-il: le Nowruz est attribué à Jamshid Jam, le roi légendaire de la Perse, et c'est lui qui a donné aux 12 mois de l'année leur nom. Il a été établi que le premier mois de l'année se divise en 6 phases. Les 5 premiers jours du mois qui, selon l'équinoxe, commencent le 20 et le 21 mars, seraient réservés aux prêtres. Les 5 jours suivants, au grand roi lui-même et les chevaliers, c'est alors que le roi recevait des offrandes et répandrait sur eux des largesses. 3e quintet du mois serait réservé aux serviteurs royaux, bureaucratie. Les 4e dédiés aux proches du roi. Les 5 suivantes aux fantassins. Et enfin, que les 5 derniers jours de ce mois seraient tout et spécialement consacrés à l'audience des députés, des paysannes, des pasteurs et des artisans. Ce qui fait en tout les 30 jours du mois de Farvardin.
Le rite de Nowruz était le suivant. Sitôt l'audience royale publiée, un jeune homme beau et éloquent demandait à entrer chez le roi. Le grand roi lui demandait « Mais qui êtes-vous? D'où venez-vous et où allez-vous? Qui vous accompagne-t-il et que nous apportez-vous là ?» Répond-il « Sire, je viens de la part des deux génies, Amshaspandan, qui se tiennent à la droite d'Ourmazd, et me rendre chez les deux génies qui répandent le bonheur. J'apporte, sire, toutes les abondances. Mon nom est d'ailleurs Khojasté, bon augure. C'est le nouvel an qui m'accompagne et il porte à votre majesté en offrande d'excellentes prémices et ses bons vœux. Le roi lui répond qu'on lui fasse donc entrer. Le chambellan lui dit « Soyez le bienvenu ». On lui présentait alors une table d'argent autour de laquelle étaient disposés des pois de petits pains faits du blé, d'orge, de millet, de sorgho, de pois, de lentilles, de riz, de fèves, de haricots en grains. À côté de chaque pain, on plaçait 7 graines de chaque espèce panifiable. Et au milieu de la table, on disposait 7 branches de l'arbre, le saule, l'olivier, le poirier et le grenadier, dont se servent les devins pour connaître l'avenir. On disposait aussi 5 soucoupes blanches avec des drachmes, c'est unité d'argent, de l'argent sous les Sassanides. Tout juste sorti de la frappe, une pièce d'or et de l'encens. Puis on inscrivait sur la table ces mots en pahlavi. Côté droite, Farahi, abondance, Farlohi, bonheur, et Farvar, bien. Côté gauche, Abzouni, augmentation. Abzoyet, augmente. Abzot, à augmenter. L'usage veut qu'on mange de ces fruits tout en formant des vœux pour le grand roi, pour la durée de son règne, pour sa santé et de ses succès. Le fait marquant, chaque fois que le Nowruz tombait au jour de Sabbat, le grand roi des Perses faisait une largesse de 4000 drachmes au Roch Galuta, le prince des Juifs exilé dont la communauté vivait sous la protection des rois de Perse depuis l'âge de Cyrus le Grand. Je m'arrête là pour laisser la place à d'autres intervenants. Merci. با تشکر از ناهیده عزیز، دوست بسیار خوبم برای یک چنین گرد همایی بسیار استثنایی که در پاریس انجام شده و تشکر از همه حضار و شادباش‌های نوروزی. شعری از میرزاده عشقی که فکر می‌کنم کمتر شناخته شده باشه و شاید برای نخستین بار ارائه میشه براتون اجرا میکنم. شعری تماسی به نام بهار و برای نوروز سروده شده. چو فردا روز نوروز است و نوروز جهان آید، رود این سال فرتوت و یکی سال جوان آید. ولی امروز هست آن روز تاریخی و دستانی که عالم برکند این رخت چرکین زمستانی. به جای آن
به خود پوشد حریر سبز بستانی. بی ویژه ای خوشا نوروز و این شهر کوهستانی. صفای منظر دریا ز وضع جلگلستانی. سخن این بود که شب فارغ شد از رخت سیه دوزی. خوشا امروز روز ما که خوش شد روزگار ما. چنین روز خوشی بنگر چگونه کرد کار ما. ز هر حیثی خوش اندر خوش نموده کار و بار ما. خوشا نوروزشان و روزشان خوش در چنین روزی. بیا ای صبح نوروزی نظر کن منظر ما را. ز نور تازه خورشید فرش سرخ دریا را. نسیمی میوزد خوش تازه سازد روح دنیا را. بهارانه دهد بر ما نوید مرگ سرما را. بهشت است این فضاگویی ندیدم گرچه آنجا را. درخشان کرده دریا را، زرافشان کرده صحرا را. طبیعت گوییا خندد چو بیند وضع حالا را. فرا بگرفته بانک قهقهش این دشت زیبا را. نگارینا بیا بشمر غنیمت این تماشا را. که عالم را چنین خرم نمی بینی به هر روزی. بمانند چنین روزی به پیشین عهد در ایران. به نام پاکشد زرتشت سبزه در چمنزاران. مقدس بوده است و مرزبان در مرز با یاران. نشستندی و خواندندی ثنای هرمز آثاران. که خود این سبزه نوروزی رسمی است زان دوران. که ای سبزه فرامان مانده ما این سال نوروزی. به زیور ساحت آتشکده چون هجله کردندی. ز عشق هرمز آن هجله به آتش سجده بردندی. به نام پادشاه عصر و زان پس باده خوردندی. به لشکر نیزه دادندی و کشورشان سپردندی. ولی اینسان نیاکانمان جهان را سر ببردندی. که دائم نامشان بودی قرین با فتح و فیروزی. بیا یارا که هن همچون به سر آورد عمرش دی. که هم ایرانیان نوروز را از یاد بود کی. به پا سازند از مازندران تا شوش و ملک ری. به سات 7 سین چینند و بنشینند دور وی. همه از شوق سال نو به لب گیرند جامی می. که می خوش باد امروز و مبارک باد نوروز.
évidemment, c'est assez étonnant de se retrouver en dehors de l'Iran, comme ça, pour célébrer un peu en avance la plus grande fête, on peut dire, est la plus ancienne fête connue dans le monde civilisé, cette fête plus que millénaire de Nowruz, avec ce renouveau du printemps qui va bientôt arriver, on l'espère. Et elle est particulière puisqu'elle concernait, à l'époque, donc je vais parler, on peut dire, de l'Antiquité, dans ses origines païennes, elle concernait toute la société, toutes les couches de la société, et on va la rencontrer dans toutes les provinces, là où les empires perses vont s'étendre, les empires achéménides, parthes, ashkanians, puis sassanides. Et ça veut dire que la fête de Nowruz, on la retrouve dans l'Antiquité de l'Égypte, puisque les achéménides étaient présents en partie en Égypte, jusqu'aux confins de l'Inde, et puis dans toutes les actuelles républiques d'Asie centrale, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan. Et donc on continue à célébrer dans tous les pays que je viens de citer, l'Irak, la Turquie, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, même l'Égypte, où la communauté chrétienne copte continue à célébrer la fête de Nowruz. Donc c'est une fête païenne, mais qui va être très vite récupérée, si je puis dire, également par les communautés juives et chrétiennes. Dans un certain nombre de symbolismes que représente cette fête païenne, avec le feu, avec la purification et le renouveau. Et on va la retrouver donc partout, en dehors des grands empires, partout où les Persans ont voyagé. C'était des grands voyageurs, ils étaient déjà bien placés pour ça, sur ces fameuses routes dites de la soie, mais on va les retrouver grâce, alors c'est paradoxal ce que je vais dire, mais on va retrouver les Persans partout où les Arabes vont étendre leur domination, parce que ces Arabes qui n'étaient pas, eux, qui n'avaient pas de culture, qui n'avaient pas de tradition, eh bien, vont être portés dans leur expansion géographique et militaire par les Perses qui vont les accompagner dans tous les domaines de la société. Et notamment, donc il y a peu de temps, j'ai eu la chance d'être associé à une édition que nous allons mener en France, en français, d'un livre et d'un ouvrage qui, pour moi, est vraiment fondamental et je pense que vous aurez plaisir à le découvrir. Peut-être que certains l'ont vu parce qu'il a été écrit en français, il n'a jamais été publié en français et en France, mais il y a eu une édition en espagnol et une autre à Téhéran en persan. Je ne sais pas comment ont été faites les traductions, mais c'est le travail de quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques années, mais je salue son épouse qui n'est pas là ce soir, c'est M. Shojaeddin Shafa. Et M. Shafa a réalisé un ouvrage remarquable, donc que je suis en train de reprendre pour qu'il soit prêt à l'édition, 1000 pages sur la place et le rôle de la Perse dans l'Andalousie musulmane. Et c'est quelque chose qui était en Occident totalement inconnu, cette influence de la Perse et de la présence de nombreux Persans, je ne dis pas iraniens, puisqu'à l'époque on disait la Perse, hein, dans cette Andalousie musulmane. Alors c'est entre le 8e siècle, donc il y a 1200 ans à peu près, surtout jusqu'au 13e siècle, que les Persans, les communautés persanes seront présentes là-bas. Mais on va voir comment, alors, le processus, comment peut-on imaginer que ce qui est célébré sur les bas-reliefs de Persépolis, où l'on voit toutes ces nations venir offrir des cadeaux à l'empereur achéménide,
comment cette tradition païenne, puis zoroastrienne, va-t-elle se retrouver et de manière brillante célébrer dans l'Andalousie, donc de ce qu'on appelle en Occident le Haut Moyen-Âge. Alors, un petit rappel historique, en 711, bon, ça ne nous rajeunit pas, l'Espagne visigothique va tomber sous le joug des Arabes. Et puis, en même temps que cette Espagne va tomber sous le joug des Arabes, donc on est en 711, il se passe des choses un peu compliquées, un peu chez vous, dans le secteur. À Damas, on a la dynastie Omeyyade, le premier califat, qui va laisser sa place à... Alors, ce califat Omeyyade est d'origine arabe, c'était donc issu de la conquête du Moyen-Orient. Il va être balayé par une nouvelle dynastie musulmane, mais non arabe, iranienne, les Abbassides, qui arrivaient de Khorasan. Et les Omeyyades vont fuir, et ils vont fuir où ça? En Espagne. Et en fuyant en Espagne, ils vont partir, ou vont les accompagner avec eux, un certain nombre de cadres de leur haute administration, qui étaient tous des Iraniens. Et donc déjà, c'est la première vague, si je puis dire, de migration qui va arriver en Espagne andalouse. Mais ces Iraniens présents dans l'Espagne andalouse, ben, ils vont en appeler d'autres. Hein, c'est comme ça se passe en France. Pour certains d'entre vous, il y avait déjà souvent des parents, des connaissances, et puis on va là où on sait qu'on va peut-être être accueilli, guidé. Et donc, petit à petit, on va voir les Persans, les Iraniens, très présents auprès des califes. Alors, ce sont déjà les Omeyyades, enfin, peu importe, les dynasties, puis après, il y a des petits États, et puis, enfin, on va se retrouver à Séville, à l'Alhambra, avec les grandes dynasties nassérides qui viennent du Maghreb. Mais tous ces califes arabes vont prendre dans leur entourage des intellectuels et des savants d'origine iranienne, qui, la plupart, arrivent ou de Bagdad, ou du Khorasan. Le Khorasan, quand on parle du Khorasan à cette époque, c'est pas seulement le vôtre, celui du nord-est de l'Iran, le Razavi ou le Janoubi, non, c'est le Khorasan qui était le grand Khorasan, qui englobait une grande partie de l'Afghanistan et puis qui allait jusqu'à Bukhara. Donc ça, c'était le grand Khorasan. Et donc, mais c'était des gens qui se considéraient comme Perses à l'époque, puisqu'ils avaient fait partie de l'Empire sassanide et ils en sortaient tout juste. Et ainsi, on va voir arriver de nombreuses personnes. Je parlais des intellectuels, mais les Arabes arrivent, par exemple, avec des garnisons également composées de militaires iraniens. Et puis, donc, j'ai parlé des savants, mais il y a ces savants, avec eux, vont attirer des étudiants. Donc, on va avoir des étudiants. Et puis, petit à petit, on va voir s'installer des marchands iraniens dans les grandes villes de la côte, notamment de la côte Est, Valencia, Almeria, Malaga, où là, il y a des comptoirs iraniens qui s'installent, qui seront souvent aussi relayés par des Iraniens juifs, dans ce sens du commerce des deux bords, on va dire, de la Méditerranée. Et donc, ainsi, donc un vaste courant d'idées va se déplacer du foyer central de la civilisation de l'époque, on est au IXe siècle, eh bien c'est l'ancienne Perse, sassanide, qui ne l'est plus, pour se déplacer là où les califes vont investir le plus pour attirer les savants, c'est-à-dire l'Espagne andalouse. Et donc, tous les domaines vont être touchés par l'influence perse. Alors, je vous parlais des savants, la littérature, les sciences, les mathématiques, l'astronomie, la philosophie, la cuisine, la musique espagnole, les croyances populaires, les fêtes, et on en arrive à Nowruz. Bien sûr, Nowruz était connu des Arabes avant la conquête, parce que les Arabes côtoyaient les commerçants perses
donc à travers, un, le commerce, deux, les caravanes, et ils se retrouvaient souvent vers Damas, en Syrie, on va dire, là où s'échangeaient les cargaisons qui arrivaient de Chine via l'Iran pour repartir en direction de l'Arabie. Et donc les Arabes étaient au courant de cette fête de Nowruz, sans la pratiquer forcément, mais elle va connaître déjà un certain succès dès cette conquête, parce qu'on a un témoignage, c'est celui de Hamza al-Isfahani, qui était, vous savez, enfin on dit que, bon, c'est lui en partie qui aurait participé à l'écriture du Coran, puisque Mahomet était un alphabète. Bon, ça c'est une part de légende, mais il y a une part de vrai, comme dans toutes les légendes. En attendant, Hamza al-Isfahani, qui est à Médine, il va écrire un traité sur Nowruz, alors que vous voyez, il est au cœur du monde arabe. Et cette ambiance de Nowruz dans le monde musulman, donc qui va se développer de plus en plus, avec des réticences petit à petit du clergé musulman. Néanmoins, les populations seront séduites par cette fête, et on en sait beaucoup de choses grâce à un historien, lui aussi, un Perse, bon, qui est né en Ouzbékistan, c'était la culture perse. Il parlait farsi, enfin Oudari peut-être plus, ou Pahlavi plutôt, oui. Et puis il est mort en Afghanistan, il s'appelle Al-Biruni. Et il va laisser un ouvrage très important où il explique la place de Nowruz dans le monde arabe. Et puis ensuite, en Espagne, voilà que on va donc, avec cette introduction, grâce à tous ces Iraniens qui se déplacent, on va fêter Nowruz. Et on a un poète arabe qui est le plus lu, le plus apprécié dans l'Espagne musulmane, qui s'appelle Abu Navas, qui est né, lui, à Bagdad, et donc qui connaît bien ça, et qui va, grâce à ses poèmes, à sa littérature, exporter sur l'Espagne, puisque donc c'est un des plus lus en Espagne, favoriser, on va dire, la population avec ce qu'il dit être une des plus belles fêtes de par le monde. Alors, Nowruz, c'est la fête de la joie. Et on a plusieurs témoignages, je vais terminer, parce que je pense que sans le savoir, mon temps doit être imparti, mais je vais vous dire quand même ce qu'on disait en Andalousie au XIe, XIIe siècle. Alors, il y avait ceux qui étaient contre, donc les clercs, la religion musulmane. Donc, il y avait un Al-Tartouchi qui était né à Tortosa, c'est vers le delta de l'Èbre en Espagne, qui dans un livre des hadiths et de l'hérésie dit, il condamne l'attitude des Andalous de manger des sucreries pour célébrer le Nowruz, comme le font les Persans, et de sortir en groupe ou seul, ou même avec les femmes, et cela pour festoyer et se divertir, et non pour prier. Vous voyez, ça commençait déjà. Bon, néanmoins, la population fêtait Nowruz. Il y en a un autre qui explique qu'il est d'origine berbère, et il parle aussi de Nowruz en Andalousie, il s'appelle Al-Makari, et lui, il rapporte que la nuit précédant Nowruz est considérée en Andalousie comme la nuit la plus solennelle pour la consommation du mariage. Voilà. Et puis, on fait, alors on sait aussi par un autre écrivain marocain, lui, qu'à Nowruz, en Andalousie, on offrait des gâteaux, et comme en Perse, dit-il, qui rappellent les gâteaux des rois, et puis on donne à ces gâteaux la forme de ville. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on les appelle Madaïn, parce que ça vient du nom arabe Médina, mais c'était le nom Madaïn de l'ancienne capitale sassanide de Ctésiphon, à côté de la Bagdad qui va être construite après. Et puis, on parle, Al-Makari parle, lui, des gâteaux que les filles doivent faire seules à la maison. C'est elles qui doivent pétrir la pâte avec une farine très pure, et ce gâteau cuit, on ne doit pas le partager avec un couteau, mais on doit le rompre avec les doigts. Et les familles mozarabes, qui étaient des chrétiens mariés à des arabes, eh bien, vont s'emparer aussi, et on sait que dans ces familles mozarabes,
on avait aussi cette coutume. On fabriquait pour des jouets pour les enfants à Nowruz, en Andalousie. On fabriquait des chevaux, des girafes, et on a retrouvé il n'y a pas longtemps, c'est en 1968, en fouillant dans les jardins de l'Alhambra de Grenade, on a retrouvé ce type de jouet qui témoigne de la véracité des écrits qui existent de ces historiens arabes. On raconte que les gens s'aspergeaient dans les rues d'eau colorée, et puis, parce que bon, là je ne vais pas vous lire ça parce qu'après c'est trop long, on a aussi le Charchambé Souris, ça s'appelle Ansara, ça devient une fête chrétienne, et ça sera les feux de la Saint-Jean plus tard en Occident. Alors on l'a fait en juin, on l'a fait au solstice, on la décale, mais les historiens arabes disent que ça vient de Perse, donc ça vient de ces traditions zoroastriennes de Nowruz, puisque ce feu purificateur que les chrétiens d'ailleurs vont conserver, puisqu'à Pâques, donc c'est à peu près le même secteur que le 21 mars, sauf que c'est une fête mobile, on va allumer le feu à l'entrée des églises pour rallumer les cierges. Donc c'est dans la tradition zoroastrienne. Et puis, on a aussi le Cisne Bédar qui existe en Andalousie, où Ibn al-Khatib notamment écrit que les familles quittent la maison le mercredi avant Nowruz. En Andalousie, il y a 800 ans. Voilà. Alors, je vais juste vous terminer par un petit texte. Ce sont les festivités de Nowruz dans la ville de Cordoue, donc il y a 700-800 ans. On organisait des garden parties, alors on a traduit, parce que c'est écrit en espagnol, on organisait des garden parties et des pique-niques qui duraient toute la journée, et auxquels les califes, les rois et la noblesse participaient. C'était un défilé de modes, de vêtements, de soie brodée, de fils d'or, de joyaux, de parfums qui embaumaient l'air, de fleurs qui décoraient les tresses des princes et des princesses, aussi bien que celles des paysans et des paysannes. En ces mêmes occasions, les bains publics fonctionnaient sans interruption, voilà, avec la participation donc dans les rues de musiciens, danseurs, danseuses. Vous voyez, on se croirait en Iran. Dans les coins et les recoins des parcs publics, les bouffons et les jongleurs enchantaient le public avec leur magie, leurs mimes et gestes, souvent sous l'œil réprobateur des superviseurs de la morale publique et des lois religieuses, vous imaginez, il y a 800 ans, qui généralement n'étaient pas d'accord avec ces mœurs pernicieuses. Et voilà, Nowruz en Andalousie musulmane. Merci.
سلام بر دوستان و همیهنان عزیز و گرامی. Chers amis, chers compatriotes, Ifanil, mon compagnon en musique et en poème, et moi-même, nous sommes heureux de vous souhaiter un joyeux Nowruz et de vous présenter ce poème épique que j'ai composé pour raconter la naissance des premiers empires perses sur le plateau iranien. C'est également un chant en hommage aux oubliés de l'histoire que furent les milliers d'ouvriers anonymes ayant construit les cités impériales et les palais qui font l'orgueil de l'Iran. Quelle est donc cette terre à la croisée des mondes, où des peuples venus de déserts et plateaux, se posant comme au port, s'arriment les bateaux, parvinrent de vallées que de fiers fleuves inondent. Cette terre où guerriers et nomades errants ont déposé leur âme, une âme qui perdure, cette terre qui ne fut de pré ni de verdure pour des siècles durant et qui sera l'Iran. D'aussi loin que puisse remonter la mémoire, jusqu'au début des toutes premières écritures, jusqu'au peuple premier de Sumer et d'Assur, au jardin de Babel, à l'aube de l'histoire. D'aussi loin que marchèrent les premiers conquérants, de là où le soleil à l'est se réveille, de l'Inde et de la Chine, de contrées, de merveilles vers les terres du couchant, pour y bâtir l'Iran. On les vit traverser les steppes et les vallées, laisser derrière leurs pas les prairies et les champs, les cols de l'Hindoukouche, le ciel du Badarchan. Vers les terres d'Occident, ensemble y sont allés. Portant les lourdes tentes et les chars tyrans, on vit les cavaliers passer la Moudaria. Nobles ils se disaient, ils se nommaient Aria. Sur un vaste plateau, on vit germer l'Iran. Ainsi, on a vu naître cette cité de Suse, au cœur du tout premier royaume de l'Élam. Pour la Perse, un berceau et comme un début d'âme, menacé par Assur, par la force et la ruse. Ils vinrent, nous dit-on, il y a 3000 ans, d'entre la mer Caspienne et la mer d'Aral. Tous ces peuples longeant l'antique littoral vers le sud et vers l'ouest pour y créer l'Iran. Il y eut les Alains, les Scythes et les Sarmates. Au nombre de ces peuples qui se disaient ariens, il y eut les Mèdes, les Perses, les Bactriens, puis vifs comme le vent les cavaliers partent. Le premier des élus, celui de plus haut rang, Cyrus, roi d'Enchamp, enfant d'Achéménès, porteur d'aura divine, dès sa prime jeunesse, arbora la couronne de Perse, futur Iran.
De lui on retiendra pour les siècles à venir la mémoire d'argile d'un cylindre gravé, un édit que quiconque ne saurait entraver, à toutes les oreilles le faisant parvenir. Ainsi, face à ces mots, il ne fut de tyran s'avisant de fouler aux pieds les droits de l'homme. Ces mots que les mages et que les scribes nomment ces ordres parvenus du roi des rois d'Iran. La terre des premiers Perses demeura sans limite. De l'Inde jusqu'à l'Égypte s'étendaient ses frontières. La gloire de ses rois touchait la terre entière. De Xerxès à Darius, l'histoire rejoint le mythe. Et devant ceux qui furent les plus lointains parents d'une Europe à venir, voici un âge d'or. Voici Ekbatane, son palais, ses trésors, Passargade et Suse, miroir de l'Iran. Puis les rois affrétèrent des navires sans nombre, faisant voile vers le berceau de l'Occident. Les dieux de l'enfer et du ciel aidant, voici que l'on présage les destins les plus sombres. Au devant des guerriers viendra se mettre en rang l'armée des immortels, venue depuis la Perse. En face les troupes grecques qu'un cri de guerre traverse. Face à face de géants, la Grèce contre l'Iran. La bataille fait rage devant les Thermopyles, fer et flamme déversent Spartiates et Persans. Xerxès sous ses pieds, la mer Égée en sang. Face au miroir d'effroi, demeuré immobile. Mais que dire de tous les adieux déchirants, des peuples décimés pour le prix des conquêtes, emportés par la faim, le froid et les tempêtes, eux si loin de leur terre, oubliés de l'Iran. Mais que dire de ces bras laborieux rapportés de l'Égypte ou d'Assur pour la gloire des rois, poussant de lourds chariots en milliers de convois pour le rêve du chat ayant tout supporté. Du désert, on vit naître par cet humain torrent l'illustre capitale, altière Persépolis, radieuse, éblouissante, devant laquelle pâlissent tous monarques de la terre, hormis ceux de l'Iran. Ainsi le décidèrent chacun des empereurs, que le jour béni de la nouvelle année, de toutes les satrapies, il leur fut amené des tribus, des dons, des offrandes d'heure en heure. De tout coin de l'Empire, du soleil éclairant jusqu'à la haute lune, de chaque possession, au jour faste de Nowruz, en longue procession, ils venaient s'incliner devant le roi d'Iran. La Padana formait le lieu de ses escortes, du trône de Jamshid, la superbe et l'orgueil, du siège de Darius, le palais, le seuil, là où vient se ranger des gardes de la cohorte. Des frontières de l'Ouest à celles du Touran, voici venir en nombre les délégations. Un escalier de pierre fait l'énumération tout au long de son mur des hommages à l'Iran. Voici, portant les armes, le peuple frère des Mèdes. Dans ses bras des lionceaux en guise de présent, suivis des Arméniens, des Scythes s'empressant, portant à bout de bras le plus cher qu'ils possèdent. Conduisant les chevaux, voici d'autres parents, comme le peuple Saka, aux bracelets précieux, les prières s'élevant de terre jusqu'aux cieux, les Parthes montant les marches, ces futurs rois d'Iran. Entraînant des buffles, les Babyloniens, pénétrant le palais, suivent les officiers, les Lydiens et leurs chars sont reçus, remerciés, les suivent les Gandhariens, les ancêtres indiens. Les émissaires royaux vont et viennent courant, ils portent des épées, des lances, des boucliers, afin que du rituel rien ne soit oublié, ce salut de Nowruz au roi des rois d'Iran. Conduisant des taureaux, émissaires d'autres races, dans des robes choisies, voici les Égyptiens, prononçant les vœux que chacun fera sien, longue vie à Darius, dont rayonne la face. Les Arabes présentent sur la pierre accroupie d'agiles dromadaires. Au devant des béliers suivent les Assyriens, portant coiffe et colliers. Des défenses d'éléphants parviennent d'Éthiopie. Les parfums des épices, exquis, odorants,
s'élève jusqu'au-dessus des puissants chapiteaux, de montagne en forêt, de désert en plateau, on attend la venue du nouvel an d'Iran. L'heure avance, les serviteurs du feu sacré récitent sans relâche les chants de Zoroastre. Demain sera nouveau, ainsi qu'un nouvel astre, à la flamme nouvelle par leurs mots consacrés. Tout au-dessus du trône, les ailes s'étirant, entre hommes et oiseaux, l'esprit glorieux des Perses dispense la grandeur, son étoile déverse une grâce divine qui protège l'Iran. Par les feux alentours, la nuit est éclairée. Des hymnes parviennent du palais des 100 colonnes. Le ciel de ces chants se remplit et résonne. Les chœurs pour Nowruz sont tous préparés. La vieille année s'en va, se mourant, expirant, le monde se vêtira de rouge et de verdure. Si le règne des rois se maintient et perdure, ce sont les mots clamés aux 4 coins d'Iran. Le jour nouveau est là, sous le signe de l'Empire. Les prêtres et les guerriers, garants de son pouvoir, s'inclinent face au Seigneur et à son bon vouloir, face au trône qui la gloire et la force respire. Mais les murs des palais, face au monde admirant, les grandeurs passées n'auront jamais de mots pour compter les souffrances, les tourments et les maux de ces mains besogneuses qui ont bâti l'Iran. C'est devant de tels peuples que l'histoire balbutie, c'est devant les siècles de labeur en silence que l'histoire se tait et ne fait pénitence devant l'injuste sort du divin Ferdowsi. Travailleurs du passé, dans l'oubli se terrant, ils sont tous ouvrés, déversant sang et larmes au-dessus de leur tête la menace des armes et la raison des mages, ces prêtres de l'Iran. Des ouvriers sans nom, sans histoire et sans trace, sous le poids du labeur, patient et obstiné, de la Perse ont forgé sa vaste destinée. Le forgeron corvé raconte leur juste place. Qu'importe une naissance, un germe différent, et qu'importe la gloire, sous la règle des castes, la grandeur d'un palais, son renom et son faste, ces travailleurs ont cru au seul nom de l'Iran. Qu'importe des conquêtes, la rage, la frénésie, depuis que les mains saignent lors des travaux des champs, entre le matin clair et le soleil couchant, ma seule voix pour le dire demeure la poésie. Toi qui entends ces mots, ces vers éclairants, un destin glorieux choisit la clairvoyance. Retiens de cette terre cette unique croyance que la seule religion de l'Iran, c'est l'Iran.
اگرچه باد فرح بخش و باد گلبیز است به بانگ چنگ نخورمه به بانگ چنگ نخورمه که محتسب تیز است که محتسب تیز است سراغی یا حریفی گرد به چند گفتن به
Bonsoir à tous. Donc je vais faire une rapide présentation un petit peu de ma profession. Donc vous voyez, voilà, je suis habillée avec une veste qui a été faite à partir d'un châle persan de la première moitié du 19e siècle, qui est un châle à décor de bayadère. Par exemple, l'une de nos organisatrices porte ce soir une veste dans le dans le style de ces châles-là. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce thème dans les textiles anciens persans qui représentent quand même un domaine extrêmement large, c'est parce que souvent, pendant la fête de Nowruz, vous avez tous vos tablets, et pour présenter votre fameux hafsin, vous avez les termés de famille qui permettent de présenter le hafsin, les œufs, etc. Donc je me suis dit que ce serait agréable ce soir de parler un petit peu de ces châles. N'oublions pas que le domaine de tissage, d'ailleurs ce sont des tissages qui sont espaulinés, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple tissage, parce que ce sont des tissages qui sont brodés également. Cette technique provient de l'Inde. D'ailleurs, souvent les motifs, je veux bien la photo s'il te plaît, souvent les motifs, dont le motif que porte Ariane, le motif du beauté que vous allez voir là, ce sont des motifs qui viennent de l'Inde. Ce sont ce beauté ou la patte d'éléphant que l'on retrouve très souvent après représenté également dans les textiles persans. Le motif le plus récurrent, vraiment persan, ce sera ce fameux motif de bayadère, donc de rayures, parmi lesquelles vous avez entrelacé parfois d'autres beautés ou des motifs de fleurs. On ne peut pas évoquer ces domaines-là sans parler d'une autre petite industrie textile de la Perse ancienne. Je voudrais juste qu'on voit, voilà, on avait... Voilà, sans évoquer, je parlerai de ce détail ultérieurement, sans évoquer, souvent ces manufactures étaient juxtaposées, parce que les kalamkars, d'ailleurs si vous voulez voir de près tout à l'heure ces textiles, ce sera avec plaisir. C'est vrai que c'est fabuleux de travailler avec les textiles anciens, ça se promène. Les motifs se promènent, les techniques se promènent, c'est très important pour l'histoire de l'art d'ailleurs. Les motifs, les techniques, les particularités, et donc le kalamkar, qui est plus, disons, une technique plus sobre, plus simple à réaliser, est fait à partir de motifs imprimés. Et souvent, les manufactures de tissage et de textile étaient juxtaposées aux fameuses manufactures de coton imprimé, dont ce fameux mot kalamkar a traversé les siècles, et d'ailleurs dans le fameux Robert français, il y figure. Donc voilà. Je voulais, ce détail-là, je vais un petit peu vite, excusez-moi, parce que je pense que nous sommes pris par le temps. Je voulais vous montrer, par exemple, que souvent ces termés, ces fameux termés que vous avez chez vous également, étaient bordés. Ces bordures, ces fameux galons, étaient eux-mêmes des châles tissés comme des rubans sur de petits métiers à tisser. Vous aviez aussi parfois ce qu'on appelait des marzis, c'est-à-dire de la passementerie, des galons ajourés, comme celui-ci. Et souvent, les doublures étaient magnifiques. C'était des cotons imprimés persans ou alors des cotons imprimés qui venaient de Russie. Parce que vous savez bien qu'il y avait des relations très étroites avec la Russie. Et dans le domaine textile, vous avez ce qu'on appelle également les broderies qui sont les rashti-douzi ou les broderies de Kerman, qui sont, surtout les rashtis, qui sont faits dans le nord de l'Iran. Donc il y avait un lien très important avec ces soviétiques. Donc je vous présente également ici l'envers
l'envers d'un textile, voilà, que vous pourrez regarder de près tout à l'heure, pour voir la manière dont c'était espoliné, c'est-à-dire une technique à la fois de tissage et de broderie assez complexe. Ce ne sont absolument pas des pièces démodées que vous allez sortir, transmettre en famille, sortir pour la période de Nowruz. Non, loin de là. Si vous regardez par exemple, je cite par exemple la maison Etro, qui est une maison de haute couture, qui s'est beaucoup inspirée des textiles persans et des domaines et des beautés, et en remettant à la mode tous ces motifs. Voilà, l'art et l'histoire, ce sont des renouvellements et voilà. Donc je suis à votre disposition pour vous les présenter. Et je vous souhaite à tous un très bon Nowruz. Au revoir. Bonsoir. Alors, Nowruz. Qui dit Nowruz dit nouveau jour, nouvelle lumière, renaissance et le printemps. Donc je me suis dit sur ce thème que j'allais vous présenter deux artistes qui parlent pas tout à fait de Nowruz, mais qui parlent de la création du monde, des origines de l'homme, de sa relation avec la nature. Et c'est en fait un peu tout ça aussi Nowruz. Donc, alors je vais vous présenter Behdad Laouti et Omid Alhadj, donc un sculpteur et un peintre que je vais évidemment présenter dans 2 mois à la galerie. Donc, je suis vraiment ravie d'être là pour vous les présenter. Alors voilà, on va commencer avec Behdad. Donc en fait, le travail de Behdad, c'est autour de l'homme et toute sa symbolique et surtout l'homme inscrit dans son univers aujourd'hui. Donc, en fait, il représente des personnages ancrés, résistants, bien debout, mais avec toute une partie qui s'évapore et qui, en fait, est un peu vide parce qu'il parle de l'homme un petit peu absent, l'homme qui ne se fie qu'à l'apparence et qui, à l'intérieur de lui, est plutôt vide. Et en fait, il parle aussi d'un poème de Rumi qui s'appelle Neyeston et qui se traduit en chant de roseau. Et il veut parler en fait du ney, qui est en fait un roseau, l'instrument flûte, où le personnage est vide, mais debout. Voilà. Comment on fait ? Tu veux que je le fasse ? Ah, je vous montre quelques sculptures de lui. Voilà, donc là vous avez une autre sculpture qui parle exactement du même thème, mais avec différentes parties du corps. Et elles sont toutes en résine. Voilà. Donc là, ce sont des sculptures qui sont assez grandes. Échelle d'une, bon, celle-ci fait 1m65. Elles seront présentées dans un univers qui est lié au jardin, parce qu'en fait, l'idée, c'était de présenter sur un thème sur le jardin d'Éden. Voilà. Donc après, j'ai choisi un autre artiste. Alors, il fallait faire court, donc j'ai un peu, voilà. Mais je préférais, comme c'est des tableaux et des sculptures, vous présenter des photos aussi. Alors, Omid Alhadj, c'est tout un monde. En fait, c'est le paradis. Mais c'est un paradis un peu perdu, un peu marécageux, un peu dans les rêves, un peu torturé, mais en même temps très dynamique et plein de vie, très éclaté. Et c'est un artiste qui est très attaché aussi à son enfance. Et donc on a énormément de références qui sont liées à son enfance, à la nature, aux animaux, à l'être humain. J'ai d'autres toiles. Voilà. Donc là vous avez une autre toile. Voilà. Donc voilà, vous avez pareil. Ce sont des scènes en fait très métaphoriques, très liées au rêve, mais il parle toujours donc cette idée de l'homme ancré dans son univers et de l'origine de l'homme aussi. Il y a une dernière toile, une très grande toile qui est beaucoup plus éclatée. Voilà, donc là vous avez un centre, une espèce de point central avec des personnages qui s'enfuient. Donc c'est toujours sur cette idée de rêve et de paradis, et je trouvais que le thème était assez en parallèle avec Nowruz, où c'est le renouveau.
de vous présenter voilà, deux artistes qui me sont chers et qui seront présents à la galerie à partir du mois de mai. Voilà. J'ai fait très vite, hein.
Bonsoir à tous. Donc ce soir, je voulais vous parler de l'importance des éléments de la nature. Des éléments de la nature dans la tradition et les célébrations persanes, et puis leur influence sur mon travail. Alors je suis artiste peintre, je travaille à l'huile, et certains d'entre vous que je reconnais dans la salle ont vu mon travail à la galerie où j'étais exposé. Donc je vais essayer d'illustrer mes propos avec quelques images, parce que pour la peinture, il faut toujours mieux un regard que des paroles. Donc, alors, les fêtes persanes ont un rapport très étroit avec les éléments de la nature. Tout à l'heure, nous avons des personnages éminents qui nous ont parlé de l'Antiquité, des célébrations et finalement du calendrier solaire qui est présent depuis toujours en Iran. Et alors, il y a quelque chose avec les éléments, la terre, le feu, les vents, puis l'eau. Alors, la lumière, alors, moi j'ai envie de parler d'abord d'une fête qui vient avant Nowruz, qui est le Shabbat ou Yalda, et qui célèbre la nuit la plus longue. Alors, la nuit la plus longue, évidemment, c'est aussi le jour le plus court. Mais aussi, c'est le moment où finalement les nuits deviennent plus courtes et la lumière prend le dessus petit à petit. Alors, donc, mon travail, je suis un peintre luministe, donc la couleur naît de la lumière, et donc, à travers mon travail, vous aurez toujours un rapport important à la lumière en premier, puis à la couleur. Donc, on peut passer, par exemple, au deuxième, où on est dans la nature, et où, finalement, voilà. Donc les jours s'écourtent puisque c'est l'automne sans doute, et on va approcher de ce solstice d'hiver où la nuit va être la plus longue, le jour le plus court. Et à partir de là, on va avoir la lumière qui revient. Et donc ces éléments qui viennent de la tradition persane ne sont pas présents dans de façon iconographique dans ce travail, mais ce sont des éléments qui imprègnent, je pense, toute personne qui est imprégnée de la culture iranienne. On peut passer à la photo suivante, où finalement la lumière... non, zut, c'était les arbres, là, les grands arbres. Tu l'as mis? Non, là. Voilà, on y arrive. Et... bon, ça, je regarde ça pour plus tard. Bah, il y a un spoiler là. Non, là, tu sais, là. Ah, on y est. Donc voilà. Alors, tout à l'heure, nous avons eu toute une étude sur ce qui était présenté sur finalement au moment de Nowruz, avec les arbres, les branches, les fruits, etc. Et là, dans ce tableau-là, on est en plein hiver, mais il y a toujours encore cette ouverture vers la nature. Bon, après, dans mon travail, qu'il y ait des coupures irrationnelles, qu'il y ait un rapport au cinéma ou à la philosophie, c'est autre chose, mais il y a toujours ce rapport à la lumière qui devient un élément principal de mon travail. Alors, à côté de la lumière, je vais faire aussi rapidement que mes amis, nous avons d'autres éléments, et sur le Haftzin, qui est cette table qu'on installe pour Nowruz, on remarque, il y a les 7 éléments qui commencent avec un S, et puis il y a notamment le miroir, et puis il y a la présence de l'eau. Alors, il y a une tradition, j'ai vu qu'ici en haut on ne l'a pas fait, mais où je me souviens enfant d'avoir vu ça, où on a un bol d'eau avec un orange qui ressemble à une orange posée dedans. Et la tradition dit qu'à l'instant où la Terre passe dans la position de l'équinoxe du printemps, avec une précision parfaite,
qui change donc d'année en année, l'orange, enfin le orange, bouge. Donc finalement, c'est comme si l'eau représentait l'équilibre de la vérité. Et on a le poisson rouge et puis ce miroir, alors avec le reflet de soi. Le reflet qui est aussi un thème poétique, repris bien fréquemment dans la poésie persane, plus tard dans le cinéma aussi, où on a l'impression presque, c'est dans l'eau qu'on voit la vérité. Donc, bon, là, on arrive dans des déformations, puisque d'ailleurs, tout enfant, je pense, a joué à se regarder dans le miroir du Hafsine à travers le bocal où il y a le petit poisson rouge et a vu son image déformée ou son reflet et joué de ça. Et donc là, bon, c'est une peinture que moi j'ai appelée lumière, puisque finalement il n'y a quasiment plus de couleurs et il n'y a que la lumière qui crée ces déformations avec ce reflet de soi-même et ce déplacement du centre de gravité. Donc est-ce que l'on atteint une précision, un équilibre de la vérité comme avec le l'orange, ou pas, voilà. Et toujours, alors attends, celui-ci, ce serait mieux. Ah, voilà. Et donc, cette histoire, toujours avec le miroir et le reflet de soi-même, et la réflexion, et puis la précision, et puis tout ce qui est subjectif, a fini par donner notamment un tableau qui est un autoportrait, que j'appelle l'autoportrait liquide, et où effectivement on devient presque parcellaire, donc on devient presque moléculaire, et toujours donc en partant de nos roses et de cette présence d'eau, du reflet de soi, je suis arrivé à cette réflexion où la vision en fait dans le monde des solides n'est-elle pas plus parcellaire que dans le monde liquide, comme avec les molécules qui se déplacent autrement. Et voilà, donc peut-être qu'on atteint un autre chapitre qui est le chapitre scientifique et physique dans la tradition persane. Mais voilà, donc, et puis le dernier, c'était juste pour donner une idée, voilà, celui-ci, pour donner une idée de la taille des tableaux, et puis toujours montrer que même si la vision devient liquide et que la recherche est menée de sorte à comprendre qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on voit mieux, ou pourquoi voit-on différemment, la lumière reste toujours un élément important. Et voilà, alors le feu et les autres éléments viendront peut-être dans d'autres séries, d'autres tableaux. Il y a encore des années de travail devant moi. Merci beaucoup et joyeux Noël.
bonsoir. Sigou, c'est une étoile du cinéma français. C'est un honneur pour nous de le recevoir ici. Alors, Sigou, parle-nous un petit peu de ta carrière et de ton amour pour le cinéma, pour commencer. Alors, bonsoir, donc, je m'appelle Cyrus Chaïdi, je suis moitié français, moitié iranien, enfin je suis d'origine iranienne. Ma mère est française et mon père est iranien. Et donc voilà, je suis acteur et c'est drôle parce que dès que j'ai commencé à faire l'acteur, on m'a tout de suite ramené à mes origines iraniennes, alors que je suis jamais allé en Iran. Et enfin voilà, aujourd'hui quand on parle de moi, on dit l'acteur franco-iranien. J'en suis très fier. Et voilà. D'accord. Alors, tu es actuellement, tu as tourné dans une série qui fait carton sur Netflix. Et c'est vrai que depuis, on a eu beaucoup d'articles et c'est vrai que tu as été catégorisé comme l'acteur franco-iranien. Mais quelle est aujourd'hui ta vision de l'Iran? Est-ce que tu as envie d'aller visiter un petit peu? Je vais avoir 30 ans cette année. Je me suis promis que j'irai en Iran d'ici mes 30 ans, donc il me reste plus beaucoup, il me reste 6 mois. Mais c'est une vraie galère, surtout en ce moment, je crois, avec Nowruz. J'ai essayé d'aller à l'ambassade, je crois qu'il y avait minimum 2 heures d'attente, donc c'était un peu compliqué, mais je me bats pour. Mais c'est super compliqué parce qu'il faut faire venir, donc je dois venir avec mon père, et puis c'est des... Enfin, Et la tradition iranienne dans ta famille, comment... Alors, du coup, depuis tout petit, moi, forcément, je me sens même du coup plus iranien que français, alors que je parle pas spécialement le persan très bien, même si Noédé me donne pas mal de cours. Merci Noédé, bravo pour ça. Mais je travaille dessus. Mais oui, du coup, depuis tout petit, à la maison, les tapis... les rôles Messabzi, voilà, et puis surtout, même mon père a transformé ma mère même un peu en famille iranienne. Du coup, elle ne se sent plus du tout française, elle parle pas le persan, mais elle vit comme une iranienne. Comment non, je peux pas. Je passe. Voilà. Et voilà. Et toujours un lien fort avec. Oui, bien sûr. Et je suis conscient aujourd'hui que vraiment depuis tout petit. Depuis l'école primaire, qu'on m'a toujours ramené beaucoup à mes origines, de par mon faciès et de par mon nom de prénom et mon nom de famille, parce que je m'appelle Cyrus Chaïdi, et depuis tout petit on me dit alors mais tu viens d'où voilà, je suis né à Boulogne-Billancourt, mais je suis d'origine iranienne. Et alors, qu'est-ce que c'est que d'être aujourd'hui un Iranien dans le cinéma français? C'était pas difficile de passer cette porte si fermée, cette maison cet univers si fermé du cinéma français? Et c'est un peu compliqué au début parce qu'on te catalogue forcément. Du coup, on n'a jamais. Enfin, pour l'instant, j'ai fait. C'est le rôle sur Netflix. C'est la première fois que on va dire que je joue un français. Je m'appelle dans la série, je m'appelle Antoine. Mais j'ai toujours joué du coup soit des Libanais, des Arméniens. J'ai toujours joué des Sémites, mais j'ai même joué un Iranien. Bientôt j'ai un truc qui va sortir au Iranien, mais j'ai pas encore vraiment joué de français. Donc la série ça m'a apporté ça. Mais c'est vrai qu'on te catalogue beaucoup en France de par ton faciès. Donc voilà, on m'a dit non, c'était vraiment, les directeurs de casting, c'est voilà, ils te jugent. Non, mais ce gars-là il peut pas avoir grandi à la campagne française, on n'y croit pas du tout. Faut qu'ils viennent d'une cité, ou alors il faut qu'ils viennent du Liban et qu'ils soient réfugiés. Cyrus, peux-tu nous parler des films qui sont dans les tuyaux? Sur quoi tu travailles aujourd'hui? Alors là, je tourne la 2e saison. Je commence à tourner la 2e saison de cette série. Et normalement, je vais faire un film. La première fois, je travaille avec un super réalisateur iranien qui s'appelle Ayat Najafi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a fait un super documentaire qui s'appelle No Land Song. Il suivait sa sœur en Iran qui essaie de chanter. Et vous savez que pour les femmes en Iran, c'est compliqué de chanter. Et du coup, il va faire il a fait un documentaire. Et là, il fait son premier long métrage avec normalement Golshifteh Farhani et plein d'autres acteurs super. Et du coup, je vais jouer un moitié français, moitié iranien. Voilà. Et tu rêves de jouer un jour dans un film 100% iranien en Iran? Oui, bien sûr. Je rêve d'aller jouer en Iran. Ce film-là que je vais faire, en partie, déjà que le fait de jouer un moitié français, moitié iranien, c'est déjà un pas vers là. Et du coup, j'espère que bientôt, il faut que je travaille mon persan. Voilà. Un petit mot pour notre audience en farsi pour finir. Nowruz Pirouz. Merci.